Nous sommes le jeudi 1er février 2024, ici Danick Julien et voici votre bulletin d'information régionale couvrant Portneuf et ses environs. Cette semaine, on parle des nouveautés qui toucheront le festival de la banquise de Portneuf. Charles Laviolette se penchera sur la Villa Saint-Léonard et l'itinérance dans Portneuf. Catherine Bilodeau du Cerf-Volant de Portneuf nous parlera de l'offre de service de l'organisme. Et finalement, on vous présente l'activité Le Sentier de Lumière Luciola, accompagné de M. Marc Duval. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Bonsoir tout le monde. L'organisme communautaire Cerf-Volant a débuté sa programmation 2024 qui s'adresse, comme d'habitude, aux familles d'enfants entre 0 et 12 ans. Pour aider les familles à connaître ces services, je me suis entretenu avec Catherine Bilodeau, animatrice intervenante au sein de l'organisme. On écoute dès maintenant l'entrevue. Alors, nous rejoint en studio Catherine Bilodeau du Cerf-Volant, qui est animatrice et intervenante. Bonjour, Madame Bilodeau. Bonjour. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Bon, on voulait à CJSR pour le début de l'année, bon, je sais qu'on est au début du mois de février, mais parler du Cerf-Volant, parler de vos services, parce que c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes de Portneuf. Donc, rapidement, le Cerf-Volant, c'est quoi exactement? Bien, le Cerf-Volant, si on prend juste l'acronyme, c'est l'acronyme du Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf. Okay. Donc, comme le nom le dit, on est un centre d'entraide pour l'ensemble des familles de la région. On est là pour soutenir les parents, on est là pour les accompagner dans le développement de leurs enfants. Donc, c'est ce qu'on fait au Cerf-Volant. Donc, c'est de l'accompagnement pour les familles, que ce soit des enfants là, qui viennent de naître ou oui. Bon, 18 mois, et on peut aller justement là, toute l'enfance de l'enfant utiliser les services du Cerf-Volant? Absolument. Puis même avant, on a des femmes enceintes qui viennent déjà nous rencontrer, comme par exemple en yoga prénatal. Mais dès que le bébé aussi est né, les services commencent dès les premiers mois. Là, on peut avoir des services au Cerf-Volant. Madame Bilodeau, bon, l'importance d'un service comme ça dans Portneuf, selon vous, là, quelle est l'importance du Cerf-Volant? Bien, le Cerf-Volant, bien, comme tout organisme communautaire, on est un lieu accessible. On est un lieu où les gens peuvent facilement venir chercher du soutien, mais au-delà du soutien, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Donc, n'importe quelle famille est la bienvenue au Cerf-Volant pour venir rencontrer d'autres personnes, faire des activités intéressantes avec leurs enfants, mais en plus avoir des services de soutien de proximité qu'on appelle. Et parlons-en du genre de service de soutien de proximité que vous pouvez faire. Ça ressemble à quoi? Bien, en fait, disons, nos activités qu'on fait le plus souvent, c'est des activités parents-enfants. Donc, on a plein d'ateliers, comme vous dites, peu importe l'âge des enfants, on a différents ateliers qui s'adressent à eux, où ils peuvent venir s'amuser avec d'autres enfants. Et pendant ce temps-là, bien, ils socialisent avec d'autres, puis les parents aussi socialisent avec les parents. Puis par la bande, ils ont des idées d'activités à faire pour stimuler le développement de leurs enfants, les accompagner dans leur développement.
Donc, on parle de socialiser, mais je sais que ça fait pas, c'est pas tout ce que vous avez dans vos services. On peut avoir des services, là, je regardais, autant au niveau de la cuisine, de l'alimentation, c'est des choses que vous offrez également au Cerf-Volant. Absolument. Donc, entre autres, les cuisines collectives, c'est un lieu où les personnes peuvent venir profiter d'une occasion de faire des repas à faible coût, puis de les partager ensemble. Il y a encore de la socialisation en arrière aussi, donc c'est toujours un peu, peu importe, même quand c'est un service de soutien, la socialisation est quand même très importante là, dans nos services. Mais oui, il y a de l'aide alimentaire, on a des ateliers aussi de préparation des aliments pour les nouveau-nés. Donc, des fois, on ne sait pas comment introduire les aliments chez les nouveau-nés, donc on a des ateliers pour ça également. Au niveau de la programmation pour 2024, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, on a toujours nos ateliers là, qui reviennent régulièrement, comme on disait. On a des ateliers pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans. On a un atelier qui s'appelle le 1, 2, 3, Grandissons ensemble. Donc, c'est un atelier pour les tout-petits. Ils vont faire des activités éducatives et amusantes pour qu'ils vont soutenir leur développement. Puis ça, on en a plein d'autres qui sont, par exemple, adressés pour les 2 à 5 ans aussi. Il s'appelle Grandir. Il se déplace. Lui, on va à Saint-Raymond une année, à Donnacona à l'autre. Cette session-ci, on est à Donnacona pour cet atelier-là. Lui, il vise principalement l'entrée, la transition scolaire. Donc, accompagner l'enfant à développer des habiletés pour que ce soit plus facile l'entrée à l'école par la suite. On a des activités de bricolage qui s'appellent les petites découvertes pour les 3-5 ans. Ça, on se déplace à Saint-Marc-des-Carrières et on a un atelier à Pont-Rouge également. On a aussi des ateliers juste pour les parents. Donc, par exemple, le rendez-vous des parents, c'est un endroit où les parents peuvent venir échanger ensemble, prendre un café, discuter des sujets qui les intéressent. Et pendant ce temps-là, ils peuvent utiliser les services de la halte garderie pour pouvoir pleinement profiter de leur moment pendant que leur enfant s'amuse avec les autres de l'autre côté. Et est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau des ateliers que vous offrez cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les nouveautés, c'est justement l'atelier sur l'introduction des aliments. Souvent, c'est un défi, comme je vous disais, pour les parents de savoir, comment j'introduis les aliments. Donc, il y a de l'information donnée par une personne ressource en alimentation qui vient du CIUS. Et également, il y a aussi un volet pratique. Donc, ils vont aussi voir comment on fabrique les purées. Et tout ça, c'est vraiment un service qui est récent. Puis la halte garderie, c'est pas nouveau de cette session-ci, mais je veux le spécifier, c'est quand même un service assez récent. Je parlais de la halte garderie qui est utilisée pendant nos ateliers, mais toutes les familles de la région peuvent bénéficier de ce soutien-là. Hein. On sait, avec la pénurie de garderie, c'est pas toujours facile d'avoir des moments de répit ou de pouvoir aller à un rendez-vous médical, puis là, on veut pas emmener les enfants. Bien, toute la population là, peut utiliser les services de la halte les lundis matins et les jeudis après-midi là, pour prévoir des moments de garderie pour leurs enfants. Vous avez beaucoup d'ateliers qui reviennent aux semaines. Oui, c'est ça. Il y a aussi des conférences que vous faites un peu sporadiquement dans l'année. Absolument. Pouvez-vous me parler un peu de l'objectif de ces conférences-là, puis peut-être donner quelques exemples aussi? Oui, bien en fait, nos ateliers d'information, c'est vraiment justement pour ceux qui ne nous voient pas nécessairement là, à toutes les semaines, venir chercher de l'information sur des sujets spécifiques. Donc, on s'assure de renouveler une offre là, qui peut toucher différents volets de la parentalité. Comme par exemple, cette session-ci, on a un atelier sur le langage signé bébé. C'est carrément le langage des signes adapté pour les petits bébés. Donc, si on veut apprendre à communiquer avec nos bébés avant même qu'ils sachent parler, il y a des ateliers pour ça. Donc ça, juste me rappeler la date, c'est en février. Excusez-moi. Donc, c'est le 20 février pour cet atelier-là. On a aussi une sexologue en devenir, une stagiaire en sexologie qui va nous donner un atelier sur l'éducation à la sexualité des enfants. Ça aussi, parfois, on ne sait pas comment aborder ce sujet-là avec nos tout petits. Tabou. C'est ça. Fait que donc, démystifier tout ça avec une professionnelle qui va venir le 19 mars. Et on a aussi faire des bons choix en épicerie. Donc, ça aussi, on sait qu'avec le coût de la vie, l'épicerie qui est de plus en plus dispendieuse, donc une personne ressources va venir nous donner des bonnes stratégies pour économiser à l'épicerie le 23 mai. Puis sinon, il y a les conférences pratiques parentales positives qui reviennent régulièrement dans notre programmation. C'est 3 conférences là, qui vont être données à la fin du mois de février, fin mars et fin avril pour
avoir disons, des stratégies d'éducation positives avec nos enfants. Donc ça, c'est vos fameuses conférences triple P. Et justement, l'objectif, c'est que pour les parents, là, de donner des outils, que ça fonctionne. Exactement. Donc, justement, ça aussi, c'est un défi au quotidien, être parent. Puis, c'est d'avoir des stratégies pour mieux communiquer avec l'enfant, favoriser l'écoute des consignes, comment on accueille les crises, les émotions, comment on les encourage à mieux interagir avec les autres. Donc, c'est toutes sortes de stratégies qu'on leur enseigne durant ces conférences-là. Catherine Bilodeau, animatrice intervenante au sein du Cerf-Volant. S'il y a des parents qui nous ont entendus aujourd'hui et qui sont intéressés par diverses activités que vous avez proposées, comment on fait peut-être pour s'inscrire ou du moins avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir interagir avec le Cerf-Volant? Bien, notre page Facebook, entre autres, est une belle façon de voir ce qui s'en vient, tout comme notre site Internet, le www.cerfvolantdeportneuf.org. On peut communiquer via directement le site Internet ou la page Facebook du Cerf-Volant. Toutes les coordonnées y sont aussi. Si on veut passer par le téléphone, le courriel, vraiment, on peut communiquer avec nous de différentes manières. Et je pense que c'est important de rappeler également là, que ça s'adresse à l'ensemble de la région. Absolument, parce que je sais pas, on entend souvent le préjugé que, bon, un organisme, c'est pour les personnes peut-être qui ont des besoins particuliers ou qui vivent des situations plus difficiles ou de la précarité, puis c'est pas ça. Le Cerf-Volant, oui, on soutient toutes sortes de familles qui peuvent avoir des défis, mais on soutient les familles, toutes les familles de la région, donc même que des fois, c'est le fun de ne pas attendre d'avoir des difficultés puis des défis pour venir rencontrer ce qu'on peut faire en organisme famille. Donc, tout le monde est les bienvenus. Même les grands-parents aussi, je le rappelle. On voit beaucoup de grands-parents aussi accompagner leurs tout-petits en semaine dans les activités parents-enfants. Donc, grands-parents aussi, les bienvenus également. Bien, Catherine Bilodeau, animatrice intervenante, merci beaucoup d'avoir été Merci de l'invitation. Merci. La semaine dernière, la ville de Saint-Marc-des-Carrières tenait son conseil de ville. Plusieurs points importants figuraient à Saint-Marc-des-Carrières à l'ordre du jour, comme par exemple les travaux qui touchent directement l'hôtel de ville ou encore une demande de subvention pour le local des jeunes. De plus, dès le début du conseil municipal, le maire Marion Leclerc a donné des détails concernant l'importante problématique de l'infrastructure d'eau. Depuis plusieurs mois, Saint-Marc-des-Carrières explique au gouvernement que l'alimentation en eau de la ville est menacée par l'érosion des berges de la rivière Sainte-Anne aux abords du chemin des Sources qui est en plus situé à la base d'une montagne. Si rien n'est fait, toute la conduite d'eau pourrait être emportée, selon ce que pense Saint-Marc-des-Carrières. Voici donc ce que Marion Leclerc avait à dire à ce sujet. Je vous avais annoncé que la ville devait recevoir en décembre 2023 des informations et réponses concernant l'urgence de protéger l'infrastructure de notre système d'eau potable à Saint-Gilbert. Eh bien, croyez-le ou non, cette annonce a été reportée en janvier 2024. Et en date du 23 janvier, je n'ai toujours pas reçu de nouvelles de ce fameux dossier de la part du gouvernement actuel. Toujours à Saint-Marc-des-Carrières, l'hôtel de ville est en pleine période de rénovation. Nous n'avons pas encore la date officielle pour le retour à la normale en ce moment. La population doit passer par le deuxième étage pour accéder aux services de l'hôtel de ville. Voici Marion Leclerc à ce sujet, suivi d'informations sur quelques soumissionnaires pour la fin des travaux. Les travaux de rénovation vont rapidement au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Vous devrez donc passer par le côté situé sur la rue Gauthier et vous rendre au deuxième étage. La date finale de ces travaux dépendra de l'entrée des matériaux et des équipements et accessoires de bureau. Soumission rénovation hôtel de ville pour le tirage de joints. Alors, on a demandé deux propositions. Alors, on a les entrepreneurs Jimmy Gendron au montant de 3 940 $ et M. Patrick Bérubé à 4 320 $. Alors, on prend évidemment le plus bas soumissionnaire qui est conforme au devis. Alors, c'est M. Jimmy Gingras au montant de 3 940 $. Soumission rénovation hôtel de ville pour la peinture à ce niveau-là. Alors, on a reçu deux soumissions. Peinture Gendron incorporée à 5 525 $ et Martin Moreau peintre à 6 800 $. Alors,
Gloire soumissionnaire à 5 525 taxes en su pour peinturer le tout au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Finalement, la ville de Saint-Marc désire améliorer les services de son local des jeunes et de ce fait demande l'aide de la MRC de Portneuf. Voici Marion Leclerc, suivi du directeur général Marc-Di Jonathan. Local des jeunes. Alors, je vais laisser la parole à M. le directeur à ce niveau-là. Oui, Monsieur le maire, nous, on a embauché un coordonnateur loisirs, en fait, culture et vie communautaire, et puis qui font des activités aussi. Il a été question, avec la demande du conseil, de regarder une subvention pour permettre plus d'activités au local des jeunes. C'est ainsi que on demande une résolution qu'on dépose une demande d'aide financière à la MRC pour un montant de 20 000 $. Et en contrepartie, la ville avait déjà prévu dans son budget de salaire un montant équivalent de 20 000 pour avoir plus d'activités au local des jeunes et pour nos jeunes du milieu, Monsieur le maire. OK, donc, la demande de contribution de 20 000 $, on obligeait aussi à cette demande-là que le promoteur, qui est la ville de Saint-Marc, a évidemment donné le même montant. Exact. Je comprends. Exact. Et c'est prévu au budget 2024. C'est beau. Donc, c'est pas de la nouvelle argent, c'est vraiment de l'argent budgété. Oui. L'itinérance dans Portneuf se fait rare, mais n'est pas inexistante. La Villa Saint-Léonard de Portneuf, qui aide la population à contrer les dépendances, s'occupe du dossier depuis peu en offrant des ressources aux gens touchés par l'itinérance. Charles Laviolette s'est entretenu avec la coordonnatrice clinique de la Villa Saint-Léonard. À ce propos, on écoute son reportage. La maison d'aide de la Villa Saint-Léonard de Portneuf a distribué dernièrement un dépliant à propos de l'itinérance dans Portneuf. La villa offre depuis peu des ressources aux gens touchés par l'itinérance. Nous, à Villa Saint-Léonard, on offre un programme de thérapie pour contrer l'itinérance depuis maintenant presque 2 ans. On a des ententes de service avec le CIUS de la capitale nationale dans le comté de Portneuf, justement pour aider les gens là, dans leur démarche de projet de vie, pour se reloger et travailler les différentes sphères de leur vie. La mission pour la maison d'aide de la Villa Saint-Léonard est avant tout d'aider les adultes mixtes, femmes et hommes, 18 ans et plus, qui ont une problématique d'alcool, drogue et de médicaments. Donc, on existe depuis 1992 maintenant. On s'est relocalisé à Saint-Raymond en 2004. On peut héberger 20 résidents, 20 usagers, avec nos ententes de service qu'on a. Et puis, on a une vingtaine d'intervenants aussi pour desservir jour, soir et nuit. En fin de compte, on a des intervenants sur place 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je suis intervenant en toxicomanie à la Maison d'aide Villa Saint-Léonard. Je suis aussi responsable des ententes de service, dont le projet Vers un chez-soi, qui est une mission pour contrer un peu l'instabilité résidentielle dans le comté de Portneuf, au niveau de l'itinérance aussi. Donc, nous, on veut vraiment faire une différence à ce niveau-là pour pouvoir héberger rapidement des gens qui se retrouvent un peu de manière urgente, là, sans domicile fixe. En fait, le besoin est grandissant dans le comté de Portneuf. On l'a vu là, dans les dernières années, la demande a augmenté. Fait qu'on peut aider de plus en plus de personnes, puis on est bien placé là, sur le terrain pour remarquer à quel point le besoin est grandissant. On en entend parler beaucoup dans les nouvelles, comme quoi ça se déplace aussi dans les régions, mais ici, dans le comté de Portneuf, je peux te confirmer qu'effectivement, il y a un besoin qui est là. Puis au niveau de nos services, là, on peut accueillir la personne ici. On peut même entreposer ses meubles, des choses comme ça. Après ça, on va offrir le gîte, le couvert, aussi la nourriture, mais tout ce qui est l'évaluation des besoins de la personne. On va adapter nos services du mieux qu'on peut pour répondre aux besoins particuliers des gens qui se retrouvent dans une situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. J'ai distribué beaucoup de pamphlets qui expliquaient nos services pour aller essayer aussi d'aller rejoindre les personnes. J'ai fait le tour des parcs, j'étais allé en arrière des écoles, j'étais allé même dans des épiceries, j'ai distribué des pamphlets dans des paniers d'épicerie, tous les bureaux de poste. On avait même entendu dire à un moment donné que des fois, il y avait une problématique parce qu'il y en a qui retrouvaient des gens en train de dormir dans les guichets automatiques ou dans les bureaux de poste. Donc, j'ai fait tout le tour des guichets automatiques dans Portneuf puis des bureaux de poste. J'ai tout distribué des pamphlets, dans le fond, qui expliquent les services. Puis, malheureusement, les personnes ici dans le comté sont difficiles à rejoindre dans le sens que ils sont comme cachés un peu.
soit qui errent là d'un endroit à l'autre pour aller dormir. Sinon, probablement que tôt ou tard, ils se remontent peut-être à Québec, là, où il y a plus de ressources là, pour eux autres. Au retour de la pause, on parle du Festival de la banquise 2024 alors qu'une conférence de presse a eu lieu ce lundi. La prochaine impro aura pour thème la nouvelle saison de la Ligue d'impro de Portneuf. T'as 20 secondes, let's go! La Ligue d'improvisation de Portneuf est de retour pour une prochaine saison à partir du 29 janvier prochain. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'on va vous accueillir ici au cinéma Alouette à tous les lundis. 4 équipes vont performer pour vous dans une saison de 13 matchs. Avec des joueurs aussi exceptionnels que moi et Jean-François, vous n'allez pas vous ennuyer, je vous le garantis. Pénalité à Kéliane, t'as oublié de dire que les gens peuvent s'inscrire. Puis le 15 puis le 22 janvier, il y a des ateliers. Sérieux, là, c'est quoi cet arbitrage-là? Ben là... Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit boulognon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. Le Festival de la banquise est de retour cette année avec une multitude de nouveautés. L'événement est destiné principalement à l'organisation d'une course de canot à glace sur le fleuve a attiré plus de 3000 personnes à Portneuf en 2023. Le Festival de la banquise est organisé par Artefact Urbain, une entreprise ici bien impliquée dans l'événementiel. Au menu, on retrouve 3 jours de programmation avec notamment de l'animation, une veillée dansante, de l'initiation au canot à glace et j'en passe. Voici les propos de Jeanne Couture d'Artefact Urbain à propos de cette programmation. Donc, 3 jours de festival. D'abord, on a un lancement vendredi. Vous allez tous être conviés au lancement. Je vais inviter aussi tous ceux qui travaillent dans les municipalités, les élus, conseillers municipaux, maires, donc le personnel aussi, à venir au lancement de l'exposition citoyenne de photos. Cette année, elle ne sera pas sous des blocs de glace puisqu'on a décalé un petit peu les dates et il risque de faire trop chaud, on ne sait pas trop. Donc, ça va être des beaux panneaux, donc une exposition qu'on va pouvoir marcher sur le site ici, tout près de la marina. Et on a une veillée de danse-trad. Alors, une veillée de danse qui commence à 7h30. Et cette veillée-là, par contre, elle est payante, mais ça va être, ça vaut la peine de venir. Tout est gratuit, sauf quelques petits éléments dans la programmation. Comme la veillée de danse-trad, on va avoir une centaine de places dans le chapiteau chauffé, avec des musiciens qui vont être là, qui vont vous faire danser un calleur. Et c'est la danse callée. Le 2 mars... Je vous parle tout de suite de toutes les activités, mais évidemment, il y a la course. Donc, c'est l'activité phare. Elle est à 12h30 cette année, la course de la banquise avec les canotiers. Et on va avoir une foule d'éléments de programmation dont je vous parle tout de suite. Et le dimanche 3 mars, petite coquille ici, pardon. Dimanche 3 mars, c'est les initiations du canot à glace, qu'on fait depuis 5 ans et c'est super important pour nous de pouvoir montrer ce sport-là, de l'essayer concrètement à ceux et celles qui veulent le faire. Donc, on a déjà quelques places qui se sont envolées. On a 12 places seulement. Il en reste 7, donc voilà. Au niveau de l'accès au site, le système de navette qui avait été lancé lors de l'édition 2023 est de retour cette année. Également, plusieurs sites de stationnement sont prévus pour accommoder le public du festival. L'organisation souhaite tout de même que le covoiturage soit priorisé pour faciliter l'accès. De plus, l'organisation souhaite concentrer le public directement sur le quai. Voici à nouveau Jeanne Couture. On a regroupé cette année toutes les activités vraiment sur le quai pour mettre en valeur le quai. On en avait un petit peu, là, si vous vous rappelez, l'année passée ici, au parc à bateaux, mais là, on a décidé d'amener tout le public ici pour laisser plus de place aux canotiers. On a aussi tout un volet sécurité sur l'eau qu'on a développé un petit peu plus cette année, donc on veut vraiment que le public se concentre ici. Bref,
On va avoir donc une zone VIP, c'est nouveau cette année, une zone VIP pour voir la course dans selon nous, la meilleure place. On va avoir une zone où on va pouvoir être assis. Donc, on met des foyers, on va avoir des chaises Adirondack. On offre une petite boisson chaude aux gens qui vont être là. Donc, L'équipe de Saint-Léonard de Portneuf la réalisera. On parle également de 3 jeux de glace par les sculpteurs qui seront créés pour les familles avec, par exemple, un parcours ressemblant à un mini-pot, mais avec des bâtons de hockey. Les partenaires pour l'événement sont aussi nombreux d'ailleurs. On va visionner dès maintenant les extraits à tour de rôle du député Vincent Caron, du préfet Bernard Gaudreault et du directeur de l'usine Alcoa de Deschambault, Pascal Rochette. Très heureux de contribuer. Donc, j'annonce au nom du ministre responsable de la capitale nationale une aide du gouvernement de 25 000 $ qui est issue du secrétariat de la capitale nationale et du ministère des Pêcheries et de l'Alimentation. Moi, j'ajoute un petit 2 000 $ de mon budget discrétionnaire et j'ai reçu un chèque de 1 000 $ de la part de la ministre du Tourisme. Vous savez, pour la MRC de Portneuf et le Festival de la banquise avec mon collègue Mario, c'est un incontournable. Ça nous permet d'abord non seulement de concrétiser notre présence, mais notre support envers les organisations qui ont décidé évidemment de poursuivre leurs implications, leurs efforts pour faire rayonner les différentes activités. Puis c'est au nom évidemment du Conseil des maires que j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est 10 000 $ que la MRC de Portneuf, en fait, a décidé de verser à votre organisation. C'est là qu'on est vraiment heureux, encore une fois, de contribuer. Cette année, notre contribution s'élève à 28 000 $ pour l'organisation du Festival de la banquise. Il va y avoir le côté, évidemment, pour bonifier la programmation, pour que ça soit accessible à toute la famille. Fait que ça, on est très heureux que vous ayez fait ce bout-là. Puis l'autre bout aussi, qui est un peu plus éco-responsable, de mettre en place là, des initiatives concrètes, comme l'élimination des bouteilles d'eau, comme les services de navette, comme la compensation des crédits carbone, et j'en passe. Pour cette édition du Festival de la banquise ayant lieu lors de la première fin de semaine de la relâche, Jeanne Couture s'attend à une affluence de 3 à 4 000 personnes sur le site. Environ 250 athlètes prendront part à la compétition de canot à glace et celle-ci sera même diffusée en direct sur Facebook à l'aide d'un drone et d'une équipe de caméras. En parlant de compétition, le club unique natation de Pont-Rouge tenait, lors de la dernière fin de semaine, une compétition. Il y avait, comme à chaque année, la régionale numéro 3 le dimanche, ainsi que l'invitation unique le samedi. Philippe Papillon était sur place. Il nous a réalisé un reportage. Aujourd'hui, ce que ça consiste, c'est notre invitation unique. Qu'on la tient toujours à chaque année depuis plusieurs années en fin janvier. Ça consiste à regrouper un bon bassin de nageurs de la région et provinciale aussi qui viennent ici à Pont-Rouge. Puis pour demain, bien, ça fait partie du circuit régional établi par l'Association de natation Québec-Chaudière-Appalaches. Nous, on tient toujours la régionale numéro 3. Alors ça va surtout pour ceux qui commencent. Les plus petits, puis même qu'il y en a des plus grands aussi, qui sont à leur première expérience de compétition, qui vont aller au régional de demain. Aujourd'hui, là, on a deux jours de compétition. Aujourd'hui, on a environ 100 nageurs répartis sur 7 clubs de toute la région de l'ANQCA. Puis demain, le matin, on a à peu près 130 nageurs, puis l'après-midi, à peu près 50. Fait qu'au total, ça fait quand même, mettons, pas loin de 275-300 nageurs pour l'ensemble du week-end, répartis sur les 2 jours. Là, aujourd'hui, c'est 2 petites sessions, mais ça va très bien. Là, les nageurs y apprécient.
dans le fond, c'est leur première compétition de l'année 2024 puis de leur saison. Fait que, dans le fond, on se concentre beaucoup sur des points techniques qui travaillent en entraînement. Mais côté performance, pour les temps aussi, il y en a certains qui sont très contents de leur performance. Puis en général, oui, ils nagent super bien. Bien, là, c'est sûr qu'on n'en reviendra pas encore sur la COVID, mais on avait perdu beaucoup de nageurs. Puis cette année, bien, sincèrement, on a quand même fait un bond d'une dizaine de nageurs de plus, même quinzaine, parce qu'il y en a des nouveaux qui ont gradué, entre guillemets, dans le club à la session de janvier. Puis... c'est ça, mais on fait beaucoup de publicité, les jeunes y en parlent. On nage à 2 bassins. On nage ici à Pont-Rouge, à Donnacona. Fait qu'on essaie d'aller rejoindre le plus grand bassin de population de la région de Portneuf pour justement attirer des nouveaux nageurs. Mais c'est ça aussi, comme Mélanie l'a mentionné, là, les jeunes sont vraiment passionnés, fait qu'ils en parlent beaucoup. C'est beaucoup du bouche à oreille, là. Donc, c'est certain qu'ils en parlent à leurs amis. Puis dans le club école aussi... L'intérêt pour la natation, là, on voit que c'est vraiment de plus en plus populaire. Puis les jeunes viennent essayer dans le club école, puis après ça, ils peuvent monter dans le club unique là, quand ils ont certains critères qui sont prêts en fait à faire des compétitions. Bien, ça prend plusieurs mois. Ça commence dès au printemps. Au printemps, il faut publier notre compétition pour que les clubs à l'automne, ils savent qu'on tient une compétition en janvier. Nous, on la tient toujours la dernière fin de semaine de janvier ici à Pont-Rouge. Fait que c'est ça. Ça commence tôt. Après ça, on a un petit break. Après ça, on en reprend à l'automne et tout ça, mais ça prend toute l'organisation, le comité d'accueil, tous les bénévoles, les officiels, la formation pour les officiels aussi, que les officiels peuvent suivre leur formation un petit peu dans les autres clubs. Puis, c'est ça. Puis sinon, les entraîneurs, eux autres, de leur côté, il faut qu'ils... On prépare les nageurs, là, ouais. On fait des chronomètres pour qu'ils se pratiquent à leur nage, on leur donne des conseils. C'est certain que surtout pour les athlètes plus vieux, il faut qu'eux, ils se reposent bien avant leur compétition, il faut qu'ils mangent bien. Donc c'est ça, il y a des petites préparations comme ça, là, mais il y a aussi là, vraiment à plus grande échelle, là, côté administration. C'est sûr que ça prend beaucoup de gens là, pour organiser un gros événement, un bel événement comme ça. Faire partie du club de natation unique, c'est sûr qu'il y a ça, c'est peut-être plus Bianca qui pourrait répondre pour les critères d'admission, mais il faut passer par le club école. Puis on fait toujours de la publicité dans les écoles. Ici, sur le Babillard, on a une page web unique.ca, si je ne me trompe pas. On a une page Facebook aussi pour que le monde peut nous suivre. Puis, mais c'est ça, tout le monde peut s'inscrire. Mais c'est ça, ça prend des petits critères pour entrer dans le club école. Je pense que c'est quelques longueurs. Oui, ça prend comme une certaine connaissance là, de la natation, mais c'est sûr que dans le club école, un coup qu'ils sont capables là, de faire une longueur sans arrêt au crawl et au dos, après ça, ils peuvent embarquer avec nous. Puis nous, on recommence vraiment comme à zéro pour les habiletés de compétition, là, comme on voit ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, là, de vraiment comme toute une course. Fait que vraiment le plongeon, la coulée, la nage, le virage de transition. Fait que c'est vraiment tout ça qu'on développe avec eux. Mais ça prend comme une petite base là, pour que ça se développe encore mieux, là, plus rapidement. Oui. Puis quand les nageurs, quand les entraîneurs considèrent que les nageurs sont prêts à faire du compétitif, mais ils suggèrent aux parents et aux nageurs de faire partie du club. Puis c'est comme ça qu'on bâtit nos nageurs puis notre beau club unique en santé. Puis là, un coup qu'ils sont dans le club unique, là, ils ont accès à faire des compétitions, en fait. Puis là, c'est comme l'administration dans le club, là, que selon leur niveau, ils ont accès à telle compétition. Et après ça, ils peuvent s'inscrire. Puis c'est sûr que nous, on les encourage à faire le plus de compétitions possible parce que c'est là qu'ils peuvent voir vraiment c'est quoi qu'ils ont amélioré, c'est quoi qu'ils ont réussi, leur progrès. Ça peut être encourageant, vraiment. Là. Puis parfois, il y a des médailles aussi, comme aujourd'hui. Donc, c'est certain que ça fait des beaux souvenirs.
Du 8 au 10 février prochain à Donnacona, le Parc des Berges sera illuminé par le sentier Luciola, qui a réussi à émerveiller plus de 2000 personnes en 2023, malgré un froid bien senti. Cette année, l'événement est de retour et organisé par la ville de Donnacona en collaboration avec la Licorne. Pour en parler de cet événement qui devient de plus en plus populaire auprès des Portnevois, nous avons discuté avec M. Marc Duval, qui est également connu sous le nom de Général Patente, qui nous a parlé un peu de la mise en place de l'événement. Voici l'entrevue. Du 8 au 10 février prochain à Donnacona, le Parc des Berges sera illuminé par le sentier Luciola, qui a réussi à émerveiller plus de 2000 personnes en 2023, malgré un froid bien senti. Pour en parler, M. Marc Duval est avec nous. Bonjour, M. Duval. Allô, allô, ça va bien? Ben oui, merci beaucoup d'être des nôtres. L'année passée, vous avez déjà travaillé sur le sentier lumineux Luciola et c'est donc une deuxième année que vous faites là, en tant qu'organisateur. Comment on fait, en fait, avant même de parler de comment on fait, qu'est-ce que c'est le sentier lumineux? Oui, c'est ça. On se pose la question. C'est déjà la 3e édition officielle. Et puis, Luciola, en fait, c'est un rendez-vous annuel provincial des lucioles. Donc, on dit aussi, qu'on appelle aussi les mouches à feu. Ouais. Alors, écoutez bien, là, ça, c'est pas grand monde qui savent ça, mais nous, on a découvert ça avec les membres du personnel des berges. Ils ont découvert que les lucioles se donnent rendez-vous là à chaque année, au mois de février. Et puis, les lucioles de partout au Québec viennent donc ils convergent vers la rivière Jacques-Cartier, coin et fleuve Saint-Laurent. Et puis là, ils se donnent un rendez-vous là-bas pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir reprendre une nouvelle région pour aller visiter l'été prochain. Ouais. Donc, admettons que c'est une petite mouche à feu qui vole, qui s'en vient depuis la Gaspésie, qui arrive à Donnacona. Et puis là, elle passe la fin de semaine là-bas, ils font la fête. C'est vraiment incroyable de voir ça. Et puis, pouf, après ça, le dimanche, elle repart pour aller donc dans une autre région de son choix. C'est elle qui fait ce choix-là. Alors, c'est un rendez-vous annuel et on invite la population à venir visiter cet événement-là, puis d'observer les lucioles qui sont sur place. Donc, ça se déroule au Parc des Berges, un sentier où on peut observer les lucioles, justement. Là. Ça ressemble à quoi, à la taille du sentier là, qui est aménagé? Alors, on a aménagé un sentier, c'est des sentiers lumineux, hein, donc avec l'équipe de Daniel Tanguay, sonorisation de Daniel Tanguay. Donc, on a aménagé un sentier. Il va y avoir toutes sortes d'équipements pour pouvoir attirer les lucioles, pour leur dire que c'est ici, c'est à Donnacona. Et on voit ça des airs, c'est très, très beau. Lorsqu'on descend la côte, c'est merveilleux de voir la forêt illuminée comme ça. Et c'est sur une longueur, moi je vous dirais, d'un demi-kilomètre. Donc 500 mètres, où est-ce qu'on peut marcher, découvrir. Il y a des petits coins où est-ce qu'on peut aller. La zone des oiseaux, il va y avoir également un petit portail qui va être installé. C'est vraiment intéressant de venir voir ça. Et puis, ça s'adresse à qui exactement? On parle aux familles, en fait. C'est très familial. Tout à fait. Mais si tu veux venir découvrir la forêt des Berges autrement, tu viens voir la lumière qui est là. Et oui, donc c'est le parc familial des Berges qui vous invite. Donc oui, pour toute la famille. Les sentiers sont accessibles d'ailleurs pour les poussettes. Okay. Alors, ils sont bien tapés les sentiers. Et au niveau de l'organisation, donc, vous avez dit Daniel Tanguay, son équipe sont là, mais ça doit être quand même quelque chose de pouvoir, ça ne doit pas se faire en quelques heures, d'organiser tout ce sentier-là avec toutes ces lumières-là pour un demi-kilomètre. Non, c'est sûr qu'il y a de la préparation. C'est donc les services des loisirs et de la culture qui organisent cet événement-là de la ville de Donnacona. Et puis, il y a toute une équipe qui est là, qui est mandatée. Donc, moi, là, je suis un peu le coordonnateur de tout ça cette année. L'année dernière, il y avait une autre personne qui a quitté, mais moi, j'ai comme un peu repris le collier. Mais avec toute une équipe, c'est incroyable. Donc, on a des gens qui travaillent. On a fait des cabanes pour pouvoir accueillir les oiseaux qui transportent les lucioles. Ben oui, parce qu'on est aidés par les oiseaux. Donc, des mangeoires d'oiseaux. Alors, les gens ont travaillé là-dessus. On a préparé des portes, des arches, comme on dit, avec lumineuses. Daniel Tanguay va arriver avec son équipe, puis on va pouvoir installer les lumières. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe là, par rapport à ça. On a des collaborateurs, c'est CJE, donc Carrefour Jeunesse Emploi. C'est des gens qui ont des défis dans la vie. Ils viennent nous aider. Hier, on a passé toute la journée ensemble à monter le portail de neige qui va pouvoir être le portail d'entrée pour les lucioles puis la population qui vont venir voir cette fête-là.
Et je pense également, là, même avec les écoles à Donnacona, vous avez des collaborations. Vous me disiez avant qu'on entre en entrevue là, que même au niveau, je pense, de la maternelle à Donnacona, il y allait avoir quelque chose pour cet événement-là. Oui. Alors, écoute, moi, je suis allé rencontrer les jeunes de l'école, donc préscolaire et puis maternelle. Et là, on leur a expliqué un petit peu la venue des lucioles et on leur a demandé d'imaginer ces lucioles-là puis de les dessiner. Alors, ces dessins-là vont nous être revenus et puis on va pouvoir les installer dans le grand pavillon d'accueil pour que les gens, la population, puissent voir l'imaginaire des enfants. Ça, c'est intéressant. On a même des 5e années qui ont participé, qui ont fait des poèmes sur l'hiver. Donc, à partir de la thématique de l'hiver, ils ont écrit des poèmes qui vont être sur des panneaux tout au long du sentier. Les gens la population va pouvoir lire ça en passant. Monsieur Duval, vous êtes également bien impliqué au niveau de la licorne, qui elle aussi est impliquée dans les sentiers lumineux. Pouvez-vous nous parler pourquoi justement la licorne est impliquée dans ce dossier-là également? Bien, la licorne, c'est un projet. Hein, nous, on dit que c'est la maison des jeunes pour les moins jeunes, alors 50 ans et plus. Et puis, il y a un atelier d'ébénisterie là-dedans, donc il nous aide à fabriquer les lucioles, parce qu'on a fait des grosses lucioles en bois lors d'un atelier manuel qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Les gens étaient invités à venir au lieu, donc à la licorne, pour découvrir ce qui se passe là-bas, mais aussi pour partager un moment avec des gens qui s'impliquent beaucoup. Alors, la licorne, c'est vraiment du bénévolat qui existe là beaucoup également. Alors, c'est vraiment un partenaire incroyable. Et là, ils nous ont préparé une surprise cette année. On va avoir des galettes qui vont être sous la thématique des lucioles. Alors, j'ai hâte de voir cette surprise-là qu'ils nous préparent. OK, donc les gens vont pouvoir justement avoir les galettes. Est-ce qu'il y a aussi des chocolats chauds, des réchauds là, pour les personnes? Oui, c'est ça. Donc, le CINAF, c'est l'organisme qui s'occupe donc du Parc des Berges. Le CINAF va préparer un petit coin là, boisson là, pour ça. Il va y avoir un petit bar sur place. Les galettes vont être là. Ça, c'est de la rémunération. Ça coûte quelque chose. Mais ils vont être là pour vous attendre. C'est pour financer un peu le projet, là. Mais sinon, aller directement sur le site, là, c'est gratuit. Exactement. Il y a pas... en fait, non. Ça coûte un sourire par personne. Ah! C'est bien important et je pense que tout le monde va être bien d'accord pour payer ce beau sourire-là. Voilà. Monsieur Duval, en terminant l'entrevue, est-ce qu'on peut rappeler les dates et peut-être inviter la population là, pour... les sentiers lumineux, Luciola. Oui, alors Luciola, donc c'est le 8, 9, 10 février. Et là, on a fait une attention spéciale. C'est les mêmes lucioles qui nous ont dit, allez-y quand il y a une journée pédagogique. Vendredi, le 9, c'est une journée pédagogique dans toute la commission scolaire, le centre des services scolaires de Portneuf. Alors, le jeudi soir, les enfants vont pouvoir veiller un petit peu plus tard, venir. Donc, c'est de 5h30 à 9h30 le soir. On peut visiter comme ça. On demande aux gens aussi, parce que le stationnement est assez petit, de pouvoir stationner en haut de la côte à Donnacona et puis descendre par la rue Mathieu, puis il va y avoir des flambeaux qui vont pouvoir vous guider là-bas. Il y a même des navettes qui vont être préparées. Alors, allez sur le site La Ville, la page Facebook La Ville également, on va faire beaucoup d'annonces par rapport à ça. Alors, vous êtes les bienvenus, puis on a bien hâte de vous voir, et devine quoi? Il annonce beau. Oui, l'année passée, c'était assez froid. Oui, c'est incroyable. On peut peut-être imaginer un record de personnes qui vont y aller. Là. Déjà 2000 personnes en 2023 avec la température qu'on a eue. J'imagine que l'organisation regarde ça de très près également. Tout à fait. Oui. Les Marc Duval, merci beaucoup d'avoir été les nôtres pour cette entrevue aujourd'hui. Au plaisir. Bye-bye. Merci. Au retour de la pause, on parle de l'atelier de poterie de Saint-Ubalde. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. C'est quoi le plan? On bouge?
L'atelier de poterie de Saint-Ubalde est peu connu, même s'il est en activité depuis les années 80. Charles Violette a parlé avec le responsable. Voici son reportage. Secret bien gardé dans Portneuf, l'atelier de poterie Saint-Ubalde vient tout juste de relancer sa session de cours pour cet hiver. Nous avons rencontré Maggie Loriot, présidente du club et une des 5 bénévoles qui font vivre la poterie à Saint-Ubalde. C'est un atelier qui est ici à Saint-Ubalde depuis les années 80. Là, on voit dans les images la panoplie de moules qu'on a présentement. Ça, c'est arrivé là, un peu plus dans les années 90. Il y avait le même principe qu'on a aujourd'hui, libre accès à l'atelier ou à peu près. Les femmes avaient, premièrement, il y avait une liste d'attente, fait qu'il y avait un nombre limité de personnes qui pouvaient être abonnées en même temps ou membres. Et là, les femmes, ils venaient travailler quand ça leur a donné à l'atelier. Fait que c'était en soirée, n'importe quand, il y avait leur clé. Ils venaient mouler, eux autres même, leurs pièces. Il y avait 2 ou 3 tours à ce moment-là qui étaient inutilisés dans l'atelier. Il y a eu Marie Laberge qui est arrivée. Elle-même, elle avait pris des cours. Et là, ensuite, elle a voulu amener ça ici à Saint-Ubalde. Donc, elle a ressorti les tours qui étaient à l'atelier, puis a commencé à donner des petits cours. Environ depuis le début des années 2000, là, on est dans les locaux actuels adjacents à l'Arena. On a la chance d'avoir la municipalité qui nous aide de ce côté-là. Donc, on a un beau local avec de la lumière. On a face à l'école primaire. On est super bien dans ce local-là. Qu'est-ce qui est le fun, justement, c'est que là, on va... En fait, moi, je suis revenue en 2018 pour essayer d'avoir un moment où j'avais pas la pression de produire quelque chose, où c'était vraiment pour un loisir qui n'avait pas d'objectif très précis. Je suis revenue, puis en fin de compte, j'en avais déjà fait, donc j'avais quand même une bonne idée, mais il y a le côté méditatif du tournage là, qui était vraiment intéressant. Puis ensuite, c'est comme venu après que j'ai réalisé aussi que le côté création, il est vraiment intéressant. De dire que tu pars de rien, sans nécessairement avoir un plan précis au départ, tu peux arriver à quelque chose de vraiment intéressant au bout de la ligne. Il y a tellement d'étapes dans la poterie. C'est très complet, très satisfaisant. On travaille avec de l'argile. Nous, on travaille avec du semi-grès. Donc, on part avec un bloc d'argile initialement. Autour, la première étape, ça va être de pétrir. Ensuite, on va tourner. Une fois qu'on a tourné, il faut laisser un temps de séchage à la pièce. On revient quand la pièce n'est pas tout à fait sèche, travailler la finition surtout. Après ça, il y a une première cuisson. Donc, on cuit à 1600 quelques degrés la première cuisson. Et là, une fois que c'est cuit une première fois, c'est déjà un petit peu plus solide. Là, on peut aller encore faire une autre étape, l'émaillage souvent. Là. On va aller faire le décor final de notre pièce. Puis quand c'est recuit une deuxième fois par la suite, là, ça vient comme vitrifier un peu les émaux et l'argile se fusionnent pour former quelque chose de plus solide puis de plus durable là, dans le temps. Les gens qui viennent dans les cours ont aussi accès 24 heures sur 24 à l'atelier. Donc, en t'abonnant, tu te retrouves avec un code qui te donne accès à la clé de la porte. On peut voir c'est quoi le projet personnel de chacun. Si toi, dans la vie, tu viens faire de la poterie pour réussir à te faire des tasses, bien, on va probablement arriver à une étape où on va faire justement l'assemblage. C'est quand même beaucoup de savoir dire je veux faire de la poterie, c'est beau, là, mais pour réussir à faire des belles choses ou à bien les faire puis qu'ils soient durables, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est compétent. Donc, on a approché Alexandra, elle a accepté de venir donner des cours ici à Saint-Ubalde. Moi, j'ai démarré Création ratée en 2009. Alors, j'ai travaillé en fait comme potière de production durant 10 ans. Puis après, j'ai été amenée à venir aider pour la relance de cette école-là de poterie de Saint-Ubalde. À l'époque, on avait un commerce à Deschambault. On voulait redonner un petit peu à la communauté. Puis c'est comme ça qu'on est tombé un peu par hasard sur le secret le mieux gardé de Portneuf. Puis c'est super atelier. Fait que finalement, on vient une fois par semaine, dans le fond, donner des ateliers.
Fait que je suis là toute la journée. Puis on prend vraiment, là, tu sais, c'est des classes qui sont multiniveaux, mais tu sais, l'idée, c'est vraiment juste de donner de l'élan, de les prendre où ils sont, puis les propulser, là, dans le fond. Lundi prochain commence la semaine des régions. Pour l'occasion, Place aux Jeunes fait un tirage pour gagner un circuit découverte du territoire. Je me suis entretenu avec Louis-Maxime Renaud et Frédéric Richard un peu plus tôt aujourd'hui. Voici cette entrevue. Nous rejoint maintenant en studio Louis-Maxime Renaud de Place aux Jeunes. Bonjour Louis-Maxime. Salut. Également avec nous Frédéric Richard, qui est un jeune qui a choisi la région de Portneuf. Bonjour. Salut. On se connaît quand même bien tous les trois, donc pour l'entrevue, on va se tutoyer. Louis-Maxime, tu es de Place aux Jeunes. Qu'est-ce que c'est la semaine des régions? Et puis, tu nous en parler un peu. Bien, c'est la semaine qui commence cette année, le lundi 5 février. Ouais. C'est partout au Québec, évidemment, sauf dans les grands centres Québec-Montréal. Et c'est toutes les régions qui se sont concertées, avec évidemment Place aux Jeunes aux commandes, qui font la promotion de nos magnifiques régions dans la province. Donc, nous, dans Portneuf, comme ailleurs, on fait des actions en ce sens. Et bien, juste un petit rappel, là, Place aux Jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation. En fait, là, ça a été créé début 90. Bon, je vais faire toute la genèse, mais notre mission, c'est d'inciter des jeunes à venir s'établir en région. Opération séduction. Donc, partir des grands centres, de venir faire sa vie ici, comme dans Portneuf, comme Frédéric a fait. De se trouver, on les accompagne pour se trouver un travail, un logement, une maison. Puis ensuite, ben, pendant un an, on leur fait découvrir des activités à faire parce qu'on veut qu'ils restent. Ouais. Et d'autres, et un jour, des amis. Donc, c'est ça qu'on fait chez Place aux Jeunes avec ma collègue Cathy Bussière. Et Fred, justement, tu as profité un peu du service de Place aux Jeunes. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans la région? Moi, ce qui m'a amené dans la région, à base, j'étais allé à Québec pour les études. Oui. Je viens de Sherbrooke, originellement. Puis, j'étais venu pour une job d'été, pour travailler à Saint-Raymond. Puis, je suis vraiment tombé en amour avec le spot. Là. J'ai les montagnes, la nature, les gens aussi. Je me suis fait des bons amis ici. Puis, tout ça a vraiment contribué à mon intégration, qui a fait en sorte que j'ai décidé éventuellement de m'installer ici. Puis, justement, tu as utilisé les services de Place aux Jeunes là, par le fait même. Oui, tout à fait. J'ai participé à des séjours exploratoires avec Place aux Jeunes. Également, Place aux Jeunes m'ont permis de me trouver un emploi au sein du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf. Je travaille maintenant à l'école secondaire Louis Jobin à Saint-Raymond. Puis, Place aux Jeunes m'a également aidé à me trouver un logement à Saint-Raymond quand je suis arrivé pour m'installer. Et également, tu es bien intégré, là, pour ceux et celles qui nous connaissent à CJSR, ils savent que tu es bien intégré dans la Ligue d'improvisation. Louis-Maxime, pourquoi c'est important d'attirer des jeunes comme Fred dans la région de Portneuf? Bien, ça fait partie de la dynamisation du territoire. On l'a entendu, là, Fred, il s'implique. Peut-être qu'un jour, il va fonder sa famille ici. Peut-être qu'il va vouloir s'acheter une maison, là, il est en appartement. Tu sais, en fait, puis Fred a plein d'idées. Là, il est arbitre. Il veut s'impliquer en la communauté, dans d'autres comités, d'autres actions qu'on pose dans Portneuf. Donc, c'est de la jeunesse. C'est du vent nouveau, puis tout en respectant ce qui a déjà été fait. Mais Fred, c'est l'exemple parfait. Oui, il connaissait déjà la région, mais il était intéressé. Puis quand il est vraiment là pour s'établir de façon automatique, bien, c'était un peu long, mais de façon officielle, bien là, vraiment, là, de A à Z, on l'a accompagné dans le processus. On lui a fait découvrir d'autres aspects de Portneuf qu'il ne connaissait pas nécessairement encore. Puis ensuite, quand il a dit « go, j'y vais », bien là, c'était l'appartement, le travail, on est allé porter des CV ensemble. Puis là, tout le monde l'aime, là, c'est Fred. On va dans Portneuf, le monde le connaît, puis bref, on s'en passerait pas. Louis-Max, je veux qu'on revienne également avec la semaine qu'on va souligner à partir de lundi prochain. Il y a un concours, justement. Peux-tu nous parler de ce concours-là? Oui, tout à fait. En fait, c'est le concours de la Semaine des régions. Oui. Donc, ce qu'on fait, nous, dans Portneuf, précisément, c'est qu'on a fait une vidéo promotionnelle pour faire la promotion de la région de la Capitale-Nationale. Parce que, oui, on pense Capitale-Nationale Québec, mais c'est pas juste la vieille ville de Québec. Donc, Capitale-Nationale, la région où on a de la place, qu'on a des terrains, des maisons, qu'on paye pas une fortune pour une maison à Québec, c'est Portneuf, Côte-de-Beaupré, Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest. Ça, c'est la grande région
de la capitale nationale dans une campagne magnifique. Donc, on s'est dit, on va faire la promotion de cette région-là. Et on a donné la parole à des jeunes qui parlent du sentiment d'appartenance, la communauté, des jeunes que ça fait pas longtemps qu'ils sont ici et qui ont vraiment décidé de choisir une de nos MRC en périphérie de Québec. Ouais. Et d'ailleurs, on a un extrait, là, on va vous faire regarder et entendre tout ça. Et juste avant, pour participer au concours, ben, à partir de la Semaine des régions, vous allez sur notre page Facebook de Place aux Jeunes Portneuf. Il y a des... Bon, vous commentez tout ça, là, vous allez voir les indications, c'est bien fait, ainsi que sur la page Instagram. Mais il faut voir la vidéo, puis c'est quand même intéressant de voir les jeunes qui ont, comme Frédéric, qui ont de l'amour comme ça pour Portneuf et pour nos autres régions. Et là, ce qu'on peut gagner, en fait, là, c'est un petit séjour dans Portneuf pour voir certains attraits. Tout à fait. On fait un tirage au sort. Pas besoin d'être jeune pour participer. Le but, c'est que la vidéo, elle circule, que les gens connaissent nos régions, puis connaissent le sentiment d'appartenance et de fierté et de beauté que ces jeunes-là parlent et expriment dans la vidéo. Et une fois que vous remplissez toutes les conditions, ben nous, on fait tirer un prix et vous courez la chance de gagner un des circuits dans une des MRC des 4 que j'ai nommés. Donc, par exemple, à Portneuf, on met de l'avant la Dinette du Cap, on met de l'avant des activités extérieures dans Portneuf, puis dans d'autres régions, Charlevoix et autres. Ben, si vous voulez choisir, vous avez le choix entre un des 4 parcours, un des 4 circuits. Donc, bonne chance à tous. Parfait. Alors, merci beaucoup, Louis-Maxime. Merci beaucoup, Fred. On écoute de ce pas la vidéo là, que tu nous as apportée. Merci, les gars. Merci. Ce qui m'intéresse dans Portneuf, dans le fond, c'est sûr qu'avant que je déménage ici, j'avais pas vraiment connaissance de Portneuf. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, mais je suis gênée de le dire, j'ai pas beaucoup voyagé au Québec. T'sais. Je connaissais pas tant ça, mais quand je suis arrivée ici dans le coin, je me disais, crime, il y a plein d'espaces verts, c'est tranquille, la communauté est vraiment cool. Je viens de Québec, puis c'est ça, j'ai choisi la belle région de Portneuf. Je suis tombée en amour, dans le fond, quand je déménageais ici. Là, ça s'est fait, le move s'est fait avant que je comprenne l'ampleur de tout ce qui se passait ici. T'sais. On déménage pour un terrain de jeu, là, fait que oui, tant mieux, on a une maison, c'est le fun, mais on veut pas passer nos semaines puis nos fins de semaine ici à l'intérieur à rien faire. Fait que oui, c'est important l'esprit de communauté puis de bien se sentir dans sa région. Puis nous, ça va déjà bien à ce niveau-là, fait que je pense que ça peut juste être mieux. Maintenant, petite nouvelle concernant directement ces JSR. Depuis quelques semaines, vous pouvez apercevoir la messe de l'église de Saint-Raymond directement sur nos ondes. J'ai discuté avec ma collègue Suzy Bertrand à ce sujet. Voici cette courte entrevue. Nous rejoint en studio Suzy Bertrand, qui est adjointe à la direction à ces JSR, également responsable de la programmation. Bonjour, Suzy. Bonjour. Pour l'entrevue, nous allons nous tutoyer comme on se connaît très bien en tant que collègue. Suzy, il y a des changements à ces JSR qui touchent les messes et justement, là, les téléspectateurs vont pouvoir observer ça assez rapidement. Moi, je pense que c'est déjà en vigueur. Peux-tu nous parler de ces changements-là? Oui, en fait, les messes de Saint-Raymond, principalement, sont rendues sur la programmation régulière de ces JSR au poste 103-703. Oui. Donc, l'image est meilleure. On a un meilleur signal vu que ça passe directement de l'église à ces JSR. Donc, c'est vraiment un changement parce qu'avant, il y avait un autre poste là, à part entière sur la télévision pour les messes. Et là, on a rapatrié le tout à la même place, là, pour Saint-Raymond du moins. Oui, exactement. Dans le fond, en changeant la technologie de la caméra, qu'on a mis une caméra plus performante dans l'église. Donc, il a fallu ajuster notre équipement. Oui. Donc, pour avoir une meilleure image, c'est ça, là, on a fallu qu'on fasse des concessions de... Il fallait passer par un canal plus performant, qui était le canal de la programmation. Donc, oui, on abandonne le poste 106 pour les messes, mais les messes ont toujours lieu aux heures habituelles, mais au 703. Donc, on parle d'une meilleure caméra, l'éclairage également, donc l'image qui est différente de ce qu'on avait auparavant. Ça fait partie justement des changements au niveau de la qualité? Oui, c'est ça. La meilleure image, une image qui prend tout l'écran et que l'image est claire. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de bande noire chaque côté. En ce moment, on est encore en ajustement au niveau de l'éclairage et au niveau du son dans l'église. Mais oui, on travaille très fort là, pour amener les messes de Saint-Raymond dans le...
dans le futur, dans le fond. Et en terminant, Suzy, cette courte entrevue, l'ancien système, le 106, il y avait quand même beaucoup, et même l'ancien matériel, c'était un peu désuet. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé là, de faire ces changements-là. Oui, c'est ça, l'ancien système, là, il était de moindre qualité, puis surtout avec Epico, l'arrivée de Epico avec Cogeco, ils n'ont pas les postes des messes. Ouais. Et les gens voulaient quand même avoir leur messe. Donc, pour pouvoir leur permettre de garder leur messe, ouais. On va le répéter plus souvent, c'est la seule... On poursuit maintenant avec le bulletin météo à CJSR. Et voici maintenant le bulletin qui a été réalisé par Philippe Papillon. C'est ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Luc et Tony pour leur aide à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine.